Bonjour. Alors, pour poursuivre sur la controverse qui anime ma chaîne concernant justement ce qui se passe au Proche-Orient, Israël, le Liban, Gaza, enfin toutes ces questions qui animent nos débats et qui parfois même en fâchent certains, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu d'échanger, de pas tomber dans un rituel systématique, pardon, avec toujours les mêmes propos, les mêmes points de vue et les mêmes anathèmes. Il faut varier, il faut se remettre en question, il faut revisiter nos catégories mentales, revisiter nos a priori, revisiter également nos jugements, parce que la vie est faite ainsi. Qui détient la vérité? Vous détenez la vérité? Alors moi, je suis d'un seul coup, parce qu'on me suit à travers plusieurs vidéos, tant que ça rentre dans les cadres de ces messieurs et dames. Mais le jour où vous apportez un autre point de vue, ou tout au moins vous relativisez une question sur laquelle vous êtes exprimé, vous revenez dessus, ou vous avez une opinion qui peut varier également, là-dessus, on se désabonne. Ce sectarisme-là, il est vraiment à l'intérieur de chaque individu pénétré par une force d'idéologie. Vous avez des cathos, vous avez des gens de droite, et vous avez des gens de gauche, vous avez des gens de tous bords, et des juifs, et des bouddhistes, et des musulmans, qui sont conditionnés par une idéologie et qui n'acceptent pas une autre lecture que la leur. Ils se sont fait une lecture de la réalité, et leur petit logiciel va les conduire comme ça jusqu'à la mort, à toujours raisonner de la même manière, et à répéter sans arrêt les mêmes arguments, alimenté par des auteurs, alimenté par des personnages, des écrivains, des intellectuels, et on poursuit comme ça son raisonnement jusqu'à la fin de sa vie, en étant persuadé qu'on est dans la vérité. Alors vous avez plein de petits individus comme ça, qui détiennent la vérité, mais qui se fâchent quand l'un et l'autre, évidemment, ne présentent pas la même vérité, puisque ce sont des vérités à chaque fois distinctes. Alors, moi, personnellement, je me fous vraiment de ce que pensent les autres à propos de moi. Je ne cherche pas à montrer une bonne image. Il y en a qui sont déçus. Vous montriez une bonne image là sur votre chemin et tout ça. C'est pas du tout ça. Ne faites pas de projection à la con. Je suis libre, et je suis libre de me contredire parfois. Je suis libre de revenir sur certains de mes propos. Je suis libre de réviser certaines idées que j'ai. Je suis parfois dans l'hésitation concernant des sujets. Et j'évoque un peu ce que je ressens, mais je ne maîtrise pas toutes les questions, loin de là, et je ne prétends pas les maîtriser. Simplement, c'est un modeste ressenti, après une vie alimentée par des expériences. J'ai en effet, à mon actif, une expérience variée, tant sur le plan ethnique que sur le plan professionnel. Figurez-vous que j'ai vécu avec des bourgeois cathos, j'ai vécu avec des musulmans. À Trappes, j'ai travaillé avec, et j'ai des jeunes musulmans, des jeunes arabes, des jeunes africains. Je suis allé personnellement visiter également la communauté asiatique. Je connais la Corée. Je suis allé 3 fois en Afrique. Je connais le Bénin. Je connais le Burkina Faso. J'ai discuté avec les Africains. Je suis également allé en Égypte. J'ai discuté et j'ai vu des Égyptiens. Je suis allé un petit peu partout en Europe, j'ai des connaissances un peu partout, et avec tous ceux avec lesquels j'ai communiqué, soit de pays différents, d'ethnies différentes ou de religions différentes, dans la vie normale, dans ma vie courante, je n'ai jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que moi, je me situe et j'écoute. Je me situe où? C'est-à-dire, je me situe comme catholique et français. Catholique, entendons-nous, je parle de catholique par tradition, mais pas catholique comme pour revendiquer l'Église actuelle, qu'on s'entende bien. C'est pour ça que je suis très critique par rapport à l'Église, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Mais ça n'empêche que j'appartiens à cette civilisation chrétienne, et française et occidentale, et en assumant mes racines, je peux discuter avec les autres sans aucun problème. Et les autres sont contents d'avoir en face d'eux des gens qui assument leur identité. Et ça pose jamais de problème, je peux vous l'assurer. Ça en pose beaucoup, par contre, entre nous.
entre nous qui discutons et qui prenons des parties à géométrie variable et parfois elles-mêmes contradictoires. Alors là, je vous propose, on va écouter ensemble Alain Soral. Alain Soral, que j'ai suivi, dont j'ai lu le bouquin, quand il avait écrit L'Empire, je ne sais plus. Enfin, il avait des points de vue parfois qui m'intéressaient. Et c'est pareil, Soral, moi je le respecte. J'estime vraiment injuste de vouloir le condamner et de vouloir l'enfermer. Il a une liberté de parole qu'on doit respecter. Moi, je suis pour la liberté d'expression à 100%, comme aux États-Unis, c'est-à-dire on peut dire tout ce que l'on pense. Ça permet déjà d'avoir des interlocuteurs qui sont transparents concernant leurs opinions. Ça permet aussi le dialogue, parce que quelqu'un qui dit ce qu'il pense, c'est plus facile à discuter et à communiquer que quelqu'un qui cache ses opinions. Donc pour moi, la liberté d'opinion, ça fait partie des choses les plus importantes qui soient. Et Soral, on l'a poursuivi parce qu'il avait des opinions qui dérangeaient, oui, c'est vrai, mais Soral, il a des obsessions, Soral, il a un filtre, il a un prisme, et c'est vrai que là, pour le coup, je vous propose de l'écouter parce que, personnellement, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je ne vois pas les choses comme lui les voit. Et c'est son prisme toujours le même concernant les Juifs ne me convient pas. Hein. Je pense qu'il a vécu des conflits qui l'ont quasiment rigidifié, je ne sais pas si ça se dit, qui l'ont rendu rigide, on va dire ça comme ça, et qui l'empêchent justement d'avoir des passerelles avec des gens de la communauté juive qui pourraient penser comme lui éventuellement sur d'autres sujets. Mais il a un marqueur tellement fort dans ce sens-là qu'effectivement, c'est compliqué de discuter, d'échanger avec lui si on n'est pas d'accord avec lui. Et c'est ce que m'ont dit certaines personnes qui l'ont approché de près. Il est quand même très particulier et difficile à aborder dans un dialogue, je dirais, détendu. Et puis son point de vue concernant les musulmans, concernant l'intégration des musulmans, là aussi, ce serait à revoir et à discuter, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Là, on va l'écouter à propos des événements actuels, puisque c'est ça qui motive actuellement notre discours. Alors, on y va. Je pense que c'est vraiment d'actualité d'en parler avec la mort effectivement du leader du Hezbollah. Donc Alain, je vous laisse réagir. Oui, c'est un moment assez triste pour moi. Nasrallah est là depuis 30 ans et c'était vraiment le leader en fait du Liban chiite et qui a beaucoup protégé le Liban. On se rappelle de la guerre de 2006, même si certains, notamment les Maronites, peut-être qu'il était à la tête du Hezbollah, il était quand même l'esprit du Hezbollah. C'était une figure charismatique, spirituelle de haute tenue. C'était tout sauf un voyou. Et quand je vois les commentaires qui nous prétendent qu'on a tué un terroriste en chef, je veux dire, il y a aussi ce non-respect des combattants, ce non-respect des morts, ce que j'appelle le non-respect de l'éthique du combat, qui est aussi un marqueur de l'époque. Concernant ce leader chiite, ce leader qui, d'après Soral, est un homme spirituel de haute tenue, je pense que là, il peut y avoir quand même une certaine controverse et qu'il peut y avoir des gens qui pensent différemment. Alors justement, sur CNews, on avait un point de vue différent d'un franco-libanais qui nous parle justement du personnage. Je vous invite à l'écouter. Qui était Hassan Nasrallah? Est-ce qu'aujourd'hui les Libanais sont soulagés de savoir que cet homme a été neutralisé? Vous savez, Hassan Nasrallah, depuis 1992, a vraiment renforcé le Hezbollah à un point où il a affirmé jusqu'à encore récemment avoir 100 000 miliciens derrière lui et plus de 150 000 missiles capables de frapper quasiment n'importe où en Israël. Il avait une banque qui s'appelait Al-Qard Al-Hassan, qui existe toujours, qui est la seule banque qui fonctionne dans le pays, puisque tout le secteur bancaire est à plat. Il a des rentrées financières avec les Libanais présents en Afrique. Il a l'aide de l'Iran qui est très importante. Et puis on dit également du trafic de drogue en Amérique latine, etc. Et donc il est assis sur un budget qui est extrêmement important, sur une banque qui est la seule qui fonctionne,
sur une armée plus importante que l'armée libanaise, mieux équipée et plus formée que l'armée libanaise, qui s'est aguerrie non seulement durant la période d'occupation israélienne entre 82 et 2000, mais surtout au moment de la guerre de 2006 et aussi à partir de 2011 en Syrie, lorsqu'il y a eu la guerre contre Daesh et Nusra. Et donc, il est devenu plus fort que l'État libanais et il impose un peu tout ce qu'il veut. J'entends. Oui, déjà, il faut savoir que Nasrallah, avant d'être dans le Hezbollah, a combattu dans les rangs palestiniens au Liban contre d'autres chiites libanais et contre des chrétiens libanais. Donc, il a du sang libanais sur les mains également. Et Nasrallah, donc avec le Hezbollah, jusqu'en 90, brûlait les drapeaux libanais, que ce soit au Liban Sud ou dans la Bekaa, partout où il était. Et les premières manifestations du Hezbollah dans lesquelles on pouvait retrouver un drapeau libanais datent uniquement de 2005. Donc la libanisation entre guillemets du Hezbollah est complètement récente et donc il y a très peu, le Hezbollah était en fait montrait énormément de choses contre le Liban et contre les Libanais. Et c'est né d'ailleurs qu'à partir de 2005 que le Hezbollah a intégré le gouvernement libanais, puisque en fait après la guerre il a commencé à intégrer le Parlement, mais en 2005 a commencé à intégrer le gouvernement et petit à petit est devenu, comme je le disais tout à l'heure, plus important que l'État libanais. Et donc Nasrallah terrifie en fait et décide de tout dans le pays. Donc Liban. Oui, en tout cas, il permet un rééquilibrage entre les communautés libanaises. On remarque aussi depuis quelques jours maintenant les chiites eux-mêmes qui commencent à critiquer le Hezbollah de manière plus ouverte et qui remettent en cause l'option iranienne. J'aimerais juste rappeler aussi une chose, c'est que en 1983, il y a un accord de paix qui a été signé entre Israël et le Liban, qui avait été validé par le Parlement et le gouvernement libanais, dont la communauté chiite. Et en 82, quand Israël est rentré au Liban, ces mêmes chiites au sud Liban envoyaient des fleurs sur les tanks israéliens parce qu'ils considéraient les Israéliens comme une armée de libération par rapport aux Palestiniens qui avaient énormément sévi et tué de Libanais au Liban à cette période-là. Alors, donc c'est intéressant aussi d'écouter d'autres points de vue. Vous voyez que ce franco-libanais, il apporte un autre éclairage sur le personnage en question. Et là, on s'aperçoit que Soral, à propos de Nasrallah, eh bien, rejoint des points de vue de la gauche, et notamment l'article du Monde qui fait presque un éloge du personnage également similaire à ce que dit Soral. Donc il y a des passerelles entre ce que dit Soral et dit en quelque sorte certains médias et certains journalistes de gauche, voire d'extrême gauche. Donc vous voyez qu'il y a des passerelles dans tous les sens et que c'est loin d'être un système manichéen où on peut classer les bonnes idées, les mauvaises idées. Il y a un mélange des genres. Et je rappelle au passage que Soral s'est fait condamner en Suisse par une militante LGBT dont il avait dit qu'elle était grosse, une grosse lesbienne, je crois. Et pour cela, il a fait il a été condamné à 3 semaines de prison, mais comme il l'explique, il a eu le bracelet électronique. Alors, Alain Soral se retrouve condamné par un mouvement pro-palestinien. Vous voyez, c'est du rail aussi. Vous voyez la cohérence dans tout ça. C'est-à-dire que Soral se retrouve parfois piégé par ceux-là même qu'il cherche à défendre, puisque LGBT et toutes ces organisations militantes, soi-disant représentant la communauté homosexuelle, ce qui n'est pas le cas, sont les premiers à défendre justement les Palestiniens contre Israël. Et donc, c'est intéressant de savoir que Soral est condamné par ces mêmes personnes. Donc, vous voyez que les alliances de ce côté-là ont du plomb dans l'aile. Par ailleurs, on poursuit l'émission de CNews où il était question de la libanisation de la France. Bah oui, parce que le Liban, figurez-vous, a accueilli des Palestiniens, 500 000 Palestiniens. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des gros problèmes au Liban. Là aussi, ce sont des expériences qu'ont vécues les Libanais, dont ils peuvent parler. Moi, je ne peux pas en parler, je n'ai pas vécu ces séquences. J'ai un vague souvenir de ma jeunesse où j'entendais parler de ces questions, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne m'y intéressais pas plus que ça.
Sauf que je voyais des Libanais revenir en France, quitter le pays, avec cette guerre civile qui a été quand même atroce. Donc, on va écouter ce passage qui également est très instructif pour nous Français. Je vous propose d'être attentifs à ce qui est dit pendant ce débat. Les choses que les Libanais apprécient de ces derniers jours, c'est une partie, le départ de certains Syriens vers la Syrie. Oui. Donc c'est quelque chose qui est apprécié. Ça a coûté 70 milliards de dollars au Liban. La France en voie de libanisation, ça a été toute la structure, la thèse et le cap politique mené par Éric Zemmour en 2022 pendant la campagne présidentielle. Il a été stigmatisé, ostracisé. Bah oui, mais... Je vous parle de la réaction de Libanais qui vivent mais des revenons années sur ces chiffres. une situation importante dans leur de le pays noter. et qui disent voilà le parallèle que je fais avec votre pays. Voilà. Philippe, moi je cite des Libanais, je cite pas. Cher Philippe, comment vous expliquez, c'est ça, comment Monsieur Le Foll pourrait expliquer que dans sa ville, il y a un taux de croissance de plus 103% en l'espace de 15 ans. Parce que, comment il peut justifier cela? L'ouest de la France, toute la région autour de la Bretagne, des Pays de Loire, que vous connaissez bien, que je connais bien, il y avait extrêmement peu d'immigration auparavant. D'accord. Donc tous les élus locaux ont subi. C'est pas tellement... Subi ou voulu Subi ou voulu? Parce que subir, il faut le dire à ce moment-là. Il faut que publiquement, ils disent on est en train de subir un flux migratoire trop important qu'on ne peut même pas accueillir. Si on subit quelque chose, il faut la dénoncer. Oui, mais justement, ils ne l'ont pas dénoncé. Parce qu'ils ils peuvent avoir la conviction, pour un certain nombre d'entre eux, qu'on doit les accueillir. Alors, c'est pas subir. Mais si je peux allez-y, terminer Philippe. ma phrase, bien sûr. C'est une immigration qui est quand même subie, dans la mesure où ce n'est pas les élus locaux, les maires, qui décident de l'immigration en France, de qui est accueilli et de qui n'est pas accueilli. Mais il y a eu un mouvement général sur le pays, depuis en particulier 2015, la crise migratoire syrienne notamment, il y a eu une augmentation de l'immigration sur l'ensemble du pays. Et dans l'ouest de la France, il y a eu une augmentation encore plus importante dans des régions qui étaient beaucoup moins concernées par l'immigration. Ce qui explique que les chiffres que vous citez, toutes les villes qui étaient citées, c'était l'agglomération de Nantes tout à l'heure, où il y a eu une augmentation très forte de l'immigration. Et donc, effectivement, quand vous discutez avec des élus locaux de là-bas, ce sont des défis auxquels... que pour certains, ils n'ont pas vu venir, que pour d'autres, ils ont parfois assumé en disant il faut accueillir, et qui aujourd'hui se retrouvent confrontés à des défis qu'ils n'avaient peut-être pas tout à fait anticipés. Raphaël. Oui, mais Philippe, vous sembliez tout à l'heure remettre en cause le constat de la libanisation de la France. Je le conteste. Le fait est que les chiffres, les trajectoires statistiques montrent pour partie ce phénomène s'amplifiant dans un certain nombre de régions. Il y a des départements qui aujourd'hui comptent probablement plus d'étrangers, parfois même aujourd'hui naturalisés, devenus avec un certain nombre de personnes qui sont devenues français, que de Français de souche. Bon. C'est le cas de la Seine-Saint-Denis. Mais ça, vous pouvez le nier, considérer que c'est choquant. Vous allez me parler de la théorie du grand remplacement. Mais ce grand remplacement de population, de cette substitution de population par d'autres, il existe. Que ça dérange, que ce soit insupportable aux yeux de certains, je peux le comprendre, mais il y a des chiffres, il y a des réalités, et ça, vous pouvez prendre la chose par n'importe quel bout. Les Français le ressentent et le vivent dans leur quotidien. Mais si je peux me permettre, le constat de la libanisation est hyper contestable, parce que le problème du Liban, c'est pas l'immigration. Le problème du Liban, c'est un pays multiconfessionnel. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Attendez, laissez Michel Fayad. 5 millions de Syriens sur s'il vous plaît, Eric. 7 ou du 8. Michel Fayad. En fait, je voudrais dire que la guerre au Liban n'a pas commencé parce que chrétiens et musulmans constituaient le Liban, donc ça c'est faux. La guerre a commencé au Liban parce que les Palestiniens étaient 500 000 au Liban et que les Palestiniens étaient devenus plus nombreux que les Libanais dans certaines villes et donc avaient commencé à maltraiter les Libanais, à les agresser, la même chose que ce qu'on peut voir dans l'actualité française. Et donc petit à petit, on a vu des femmes violées, des hommes et des enfants arrêtés, des enfants à qui on mutilé les doigts, et petit à petit, la guerre a éclaté. Et donc elle a été causée par la présence palestinienne au Liban. Donc c'est une présence étrangère qui a créé la guerre au Liban et non pas le fait que le Liban soit constitué de chrétiens et de musulmans. C'est important d'avoir votre témoignage. Voilà. Donc je reviens tout de suite. Je m'absente et je reviens.
Oui, alors libanisation de la France. Bah oui, vous voyez un peu les mêmes effets en fait. Il se trouve que les Palestiniens que les Libanais ont accueillis ont foutu le bordel. Nous, les gens que nous accueillons d'Algérie, en tous les cas du Maghreb, foutent le bordel chez nous. Et donc, il y a au bout d'un moment un certain rejet de la population autochtone quand on voit que on accueille, en plus, on nous crache à la gueule et on commet des crimes et délits. Donc, finalement, le parallèle pourrait être fait là, dans ce cas-là. Mais évidemment, Soral n'aborde pas la question sur ce sujet-là. Et donc, évidemment, vous pouvez développer des points de vue si vous ignorez d'autres aspects de la vie, de la société, qui sont aussi à prendre en compte. Je dis au passage, Soral vit en Suisse. Rien ne l'empêchait d'aller se réfugier en Iran, d'aller vivre dans un pays du Maghreb. Je pense qu'il n'y trouverait pas les mêmes commodités, les mêmes soins, les mêmes avantages que lui offre l'Occident. Donc moi je veux bien qu'on passe notre temps à cracher nous-mêmes sur l'Occident dépravé, l'Occident qui pourvoyeur de conflits, l'Occident décadent, oui, je suis d'accord, mais en attendant, cet Occident vous offre encore des soins qui sont apparemment supérieurs à d'autres pays, puisque par exemple les Algériens viennent en France se faire soigner, les dirigeants qui crachent aussi sur la France viennent se faire soigner en France. Donc ils y trouvent quand même certains intérêts à cet Occident. Puis cet Occident, s'il disparaissait du jour au lendemain, j'aimerais savoir un peu ce qui se passerait dans le monde et si la procréation pourrait continuer à se développer dans certains pays à l'allure où elle se développe. Parce que effectivement, l'Occident envoie des victuailles, envoie des dons aussi, finance énormément d'associations qui aident des pays en sous-développés. Et c'est toujours facile, si vous voulez, de cracher sur un Occident qui, effectivement, a bien des défauts. Effectivement, je suis bien d'accord et je suis le premier à réclamer une refonte de notre civilisation. J'aimerais, en tous les cas, qu'on puisse voir l'émergence de quelque chose d'autre qui serait à naître, mais je n'attends rien des autres pays. Je n'attends rien parce que je vois bien ce qui s'y passe. Je vois bien la mentalité qui y règne et je vois bien parfois le côté arriéré, presque primitif, voire barbare, qui peut régner dans certaines contrées du monde. Alors, je me dis non, il n'y a encore qu'en Occident qu'on peut difficilement, mais on peut encore s'exprimer, où on peut échanger intelligemment et on puisse parler de tout encore. On peut encore parler de tout, même si c'est difficile, mais on y arrive encore. Alors que vous avez des pays où la bêtise règne en maître, parce que les sociétés sont non pas décadentes, mais dévalorisées sur le plan mental. On a affaire à des gens sous-développés, même au plan intellectuel et mental. Et là, vous ne pouvez plus discuter. Vous avez des gens qui sont embrigadés dans des croyances superstitieuses. Il n'y a aucun échange possible. La fameuse sagesse que vous allez trouver dans l'exotisme, eh bien, j'ai pu constater qu'elle était une forme de romantisme occidental, mais qu'en réalité, il n'y a pas de sagesse. Il y a juste des gens qui sont en galère, la plupart, qui cherchent par opportunisme à essayer de se faire de l'argent, et c'est tout, quoi. Donc, vous savez, nous avons idéalisé, nous occidentaux, le reste du monde, en pensant que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais nous ne nous y trompons pas, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et c'est donc en cela que nous avons, nous occidentaux, une responsabilité par rapport à ce que nous faisons, ce que nous disons, et par rapport même à notre relation au monde spirituel, au monde symbolique, au monde invisible. Nous avons une responsabilité parce que nous nous sommes nous-mêmes éloignés de ce monde, alors que nous en sommes beaucoup plus proches que nous ne le croyons. Et donc, nous avons une mission, et en France, nous aurions eu une mission, en tous les cas universelle, celle de justement d'apporter une réponse universelle à la planète entière pour justement
trouver un moyen d'élévation spirituelle et d'une réalisation matérielle. C'est-à-dire il faut les deux. Il nous faut nous réaliser dans ce monde matériel, le temps que nous soyons sur Terre, c'est notre travail, notre devoir, et de faire autant que mieux se peut, de faire ce que nous pouvons en bien, d'aider, de construire, de bâtir, de faire du beau, et en même temps de rester en lien avec ce que nous appelons le monde invisible, celui qui peut-être nous ouvrira ses bras quand nous serons morts, quand nous quitterons ce monde, mais l'un n'empêche pas l'autre. La réalisation matérielle n'empêche pas l'approfondissement intérieur. Et aujourd'hui, nous sommes pris dans un contexte politique où nous nous déchirons sur des sujets d'actualité qui peuvent bouger, qui peuvent se renverser, dont on pourrait avoir des révélations qui mettent en cause nos convictions d'aujourd'hui. Il faut le savoir, parfois nous tâtonnons à travers les événements, nous réagissons parfois aussi avec nos émotions. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je suppose que personne n'a la vérité absolue, et est capable à lui seul de déterminer en quelque sorte le juste du faux, le bien du mal. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.